besoin en emploi n'est plus à démontrer. Et la question qui va se poser aujourd'hui, c'est finalement comment on fait pour remplir le besoin en emploi. Donc il y a eu pas mal de rapports, d'études ces derniers mois, mais concrètement, voilà, comment fait-on pour arriver à cet enjeu. Aujourd'hui, donc, il nous faut des professionnels formés. Et nous, au niveau de la région Île-de-France, en fait, on est en charge des formations sanitaires et sociales et donc de la formation de certains de ces professionnels. Et aujourd'hui, en fait, la grande question qui se pose, c'est comment fait-on pour faire venir des professionnels sur ces formations. Donc il y a une piste dans le rapport de Myriam El Khomri qui a été remis la semaine dernière sur la suppression du concours. Voilà, donc on espère que la suppression du concours qui devrait être mise en œuvre à la prochaine rentrée pourra créer un engouement tel que celui qui a été créé sur les formations supérieures par Parcoursup. Voilà, donc on verra. Ensuite, l'enjeu, c'est comment on finance les formations. Ensuite, les personnes formées, comment on les amène à prendre un poste dans le secteur de la dépendance, puisque en fait on se pose la question quand même, est-ce que toutes les personnes formées dans la dépendance vont prendre un poste dans la dépendance? Et ensuite, comment on les fait rester dans ce métier, puisque du coup c'est aussi un enjeu sur le turnover. Donc nous, au niveau de la région, on ne peut pas apporter des réponses sur toutes ces questions-là, puisque du coup nous, on est en charge vraiment de la formation et de l'orientation. Mais du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires pour, justement, sur les territoires, réussir à trouver des réponses à ces besoins en emploi. Donc, je vous propose une présentation. Donc, 3 temps, rappel du périmètre de l'intervention régionale avec des données clés, un enjeu d'attractivité, donc recentré sur des formations infra-bac, et du coup, les actions régionales prévues pour relancer l'attractivité et mobiliser les acteurs. Donc, les rappels de données du secteur et tout d'abord les rappels des compétences régionales. Donc, on est sur une compétence qui est très cadrée par des textes législatifs, et la région a en charge donc 4 compétences. Une compétence de pilotage du schéma régional des formations sanitaires et sociales, une compétence de pilotage de l'offre de formation, c'est-à-dire que c'est la région qui va définir sur le territoire quelle formation ouvre-t-on, pour combien de personnes et donc à quel endroit. Une compétence en lien du coup sur le financement de la formation, qui est centrée sur le financement de la formation initiale et la formation des demandeurs d'emploi, et également la gestion des aides aux étudiants pour les étudiants qui sont dans ces formations. Donc pour mettre en œuvre toutes ces compétences, la région mobilise un budget de à peu près 200 millions d'euros par an, principalement sur le financement des centres de formation, afin de prendre en charge en fait les coûts de formation des apprenants qui sont dans les formations. Quelques grands chiffres sur le secteur, donc 168 centres de formation, 29 formations diplômantes. Voilà, je vous disais, on n'intervient pas sur toutes les formations. La région Île-de-France intervient sur les diplômes d'État, donc du ministère défini par le ministère des Solidarités et de la Santé. On est sur un très fort secteur en emploi, 280 000 emplois pour la région Île-de-France. Et sur ce secteur, il y a à peu près 20 000 diplômés qui sortent tous les ans. Donc sur ces 20 000 diplômés qui sortent tous les ans, donc une grosse proportion d'infirmiers, bien sûr, mais aussi d'aides-soignants, puisqu'on est à 19% des diplômés sont des aides-soignants. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, effectivement, sur le secteur de la dépendance. Le secteur, aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment important dans les éléments de contexte pour comprendre un peu les choses, c'est un secteur qui est à la croisée en fait, de 3 influences. À la fois une influence du ministère donc en charge de la santé et des solidarités, une influence du ministère de l'enseignement supérieur et une influence qui vient du monde de la formation professionnelle du ministère du Travail. Voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, et depuis toujours, mais aujourd'hui particulièrement parce que le rythme des réformes s'accélère, on doit gérer en fait des injonctions parfois un peu paradoxales qui viennent de ces 3 ministères, tout en assurant toujours, nous, ce qui nous préoccupe, c'est le lien emploi-formation et répondre aux besoins en emploi sur les territoires. Je vous le disais, donc la région a en charge de la carte des formations, donc avec une nouvelle compétence qui lui a été donnée l'année dernière sur le
le social, puisqu'on n'avait pas complètement la main sur la carte des formations sociales, on l'a depuis l'année dernière. Et donc on délivre les agréments pour les formations et la réingénierie de ces formations et le lien avec l'université. Et là, du coup, on voit effectivement, je vous disais, le lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur, l'université. Le renforcement de la place des universités cette année, je l'ai évoqué aussi, c'est le lien avec Parcoursup, qui est très important en termes d'attractivité, puisqu'on était sur des formations qui déclinaient en termes d'attractivité, et avec Parcoursup, on voit que la tendance s'est inversée. Donc il faudra le suivre, mais voilà. Et la réforme du financement de la formation professionnelle qui est particulièrement importante et impactante sur les formations liées à la dépendance, puisqu'on est sur des formations dans lesquelles il y a beaucoup de demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont déjà en emploi, qui sont faisant fonction et qui veulent se professionnaliser et obtenir un diplôme du secteur. Et du coup, se posent bien évidemment des questions de financement. Et c'est bien noté effectivement dans le rapport de Myriam El Khomri qui a été rendu. La question des financements de formation est vraiment particulièrement important et est un vecteur effectivement soit de maintien en formation, soit au contraire d'abandon quand il y a des problèmes de financement de ces formations, puisque les individus ne peuvent pas prendre en charge le coût de la formation de façon individuelle et en autofinancement. Et autre influence aussi qui arrive, c'est du coup l'influence de la restructuration de la carte hospitalière avec les groupements hospitaliers de territoire, donc qui font évoluer également la carte des établissements de formation qui sont dans le sanitaire la plupart du temps liés à des centres hospitaliers, à des établissements hospitaliers. Et donc dans tout ce secteur en évolution, voilà, donc qui bouge vraiment de toutes parts. Voilà. Nous, on doit en plus traiter ces questions d'attractivité sur les métiers et les formations pour réussir à répondre aux besoins d'emploi sur les territoires. Et voilà, parce que si on forme des personnes, c'est vraiment l'objectif de répondre demain aux besoins d'emploi. Et on sait que dans le secteur, ils sont particulièrement importants. Comme je vous le disais, en fait, depuis l'année dernière, on était particulièrement inquiets parce qu'on se rendait compte en fait que la baisse d'inscription dans les centres de formation se mettait à toucher en fait toutes les formations sanitaires et sociales. Donc c'était vraiment, on se disait mais où donner de la tête et comment faire pour enrayer voilà, ce qui semblait être en fait une tendance vraiment sur le secteur et une tendance partagée en fait sur une question de pourquoi les personnes ne veulent plus aller dans ce secteur des formations sanitaires et sociales. Il se trouve que sur les formations supérieures cette année, enfin l'année dernière, du coup le concours, les épreuves de sélection pour le social et le concours infirmier a été supprimé avec une voie de sélection donc dans Parcoursup. Puisque du coup maintenant c'est effectivement la règle que toutes les formations supérieures soient dans Parcoursup. Et en fait, cette année, donc pour la rentrée de septembre 2019, et pour la première fois, on atteint des taux de remplissage, notamment sur les formations du social, mais du coup aussi sur le sanitaire, puisqu'on voyait une baisse précédemment, qui sont excellents. Puisque sur le social, on est même dans certaines formations en surbooking, ce que nous n'avons jamais vu depuis plusieurs années. Au niveau d'infirmier, donc infirmier, c'est la première formation qui a été choisie par les candidats, par les lycéens dans Parcoursup. Donc avec, voilà, on avait peur, effectivement, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et en fait, voilà, on est vraiment là victime du succès, en fait, sur les formations de niveau supérieur et surtout victime du succès. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui sont rentrées en formation répondent aux attendus voilà, de la formation qui avait été fixée par voie réglementaire et que les centres avaient travaillé, les instituts avaient travaillé. Voilà. Donc, voilà, on va regarder cette cohorte, hein, c'est la première qui rentre son concours sans épreuve de sélection, donc on va voir jusqu'où elle va et on espère qu'elle va aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est très positif. Et pour nous, c'est vraiment un élément, un déclic en fait, qui, on se dit, la barrière du concours, la barrière d'aller choisir quand on est lycéen, de se dire bah, finalement, je ne fais pas juste mon choix de formation dans Parcoursup, mais il faut que j'aille en plus pour infirmier, regarder ailleurs, voir comment ça fonctionne, me renseigner dans chaque institut de formation pour savoir comment fonctionnent les choses. Du coup, ça semble effectivement avoir fait sauter une barrière à l'entrée. Donc, aujourd'hui, notre sujet d'attractivité,
je ne dirais pas qu'il est plus sur les formations supérieures parce qu'on va les avoir à l'œil, mais il est tout à fait recentré sur les formations infra-bac et sur les métiers du coup qui concernent directement la dépendance, puisque là, sur ces formations infra-bac, et notamment sur aide-soignant, on constate depuis plusieurs années que le nombre de diplômés baisse, du coup, puisqu'on est à moins 15% de diplômés par rapport à 2018, et en nombre d'inscriptions dans les instituts de formation, on a vraiment une baisse des inscriptions, on est à peu près à moins 10% là, à cette rentrée, enfin à confirmer, mais voilà. Donc c'est vraiment un sujet d'inquiétude, et de même sur accompagnement éducatif et social, principalement sur l'aide à domicile. Et également, ce qui nous a surpris, voilà, c'est une formation de la petite enfance sur auxiliaire de puériculture. On a également ce mouvement. Et le mouvement, alors je dirais, c'est le deuxième effet en fait sur Parcoursup, c'est qu'auparavant, on avait des lycéens de bac pro, accompagnement, soins et services aux personnes, qui se dirigeaient vers aide-soignants. Et en fait, ces lycéens, ils ont eu leur bac, et du coup, ils sont allés choisir leur formation sur Parcoursup. Et du coup, ils ont choisi plutôt des formations d'infirmiers plutôt que des formations d'aide-soignantes, ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, ce qui accélère peut-être également la baisse de candidats sur aide-soignants. Voilà, donc tant mieux pour eux si c'est une poursuite d'études. On espère que voilà, leur formation va se dérouler au mieux, et je sais que dans les instituts, ils feront tout pour les amener jusqu'au bout et jusqu'au diplôme d'État. Mais voilà, c'est également effectivement un corollaire de Parcoursup et du coup de la baisse des inscriptions sur aide-soignants. Donc nous, en fait, aujourd'hui, le plan d'action qu'on construit sur l'attractivité des formations, il est principalement centré sur les formations de niveau infra-bac, donc aide-soignant, auxiliaire de puériculture, mais qui concerne moins effectivement le sujet aujourd'hui, et accompagnant éducatif et social. Donc le plan d'action régional, j'ai indiqué projet parce que du coup, voilà, il se met en place petit à petit, et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de mesures tout à fait concrètes qui se soient mis en place. On est vraiment dans les aspects de mise en œuvre. Il est complètement lié donc à notre schéma régional des formations sanitaires et sociales, et surtout, et je pense que c'est important de le souligner, il est issu de la concertation avec les différents acteurs du secteur. Puisque du coup on réunit régulièrement dans le cadre de notre suivi de schéma régional un comité de suivi, et lors de ce comité de suivi en fait est sorti en fait ce besoin de travailler sur les questions d'attractivité, et ce qu'on a fait quelques mois après en réunissant un comité dédié sur l'attractivité en copilotage avec l'Agence régionale de santé et la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Parallèlement, l'Agence régionale de santé a également mis en place un plan d'action pour les ressources humaines en santé, avec les acteurs et notamment les fédérations hospitalières, pour travailler sur cette question de l'emploi. Parce que nous, on va être plutôt sur la question de la formation, et du coup, avec les fédérations hospitalières, l'ARS va plus travailler la question de l'emploi. Et du coup, donc, notre plan d'action régional sur les formations sanitaires et sociales est complètement articulé et intégré dans ce plan d'action avec l'ARS. Il est également coordonné, et c'est important, compte tenu des actions qu'on va mettre en œuvre, avec la stratégie régionale de l'orientation, puisque la région a une compétence sur l'orientation et sur l'information et la communication sur les métiers et les formations. Et du coup, l'animation de communautés d'acteurs sur les territoires. Donc la mise en œuvre de ce plan régional, je vous dis, on est en train de le définir, et on l'a prévu donc, tout au long de notre schéma régional qui court jusqu'en 2022. Dans les objectifs, donc voilà, renforcer l'attractivité du secteur et répondre aux besoins des territoires. Comment on y arrive? Donc une mesure de financement, voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est un facteur d'attractivité. Si on ne sait pas comment sa formation va être financée, on ne rentre pas en formation. Donc c'est financer plus de places en formation aide-soignant et auxiliaire de puériculture. Donc dans les instituts de formation publique, les formations sont financées par la région. Dans les instituts de formation privés, on a déjà un dispositif avec Pôle emploi pour financer les formations. Et en plus, cette année, en lien avec le plan de l'État, hein, le plan d'investissement dans les compétences,
on finance plus de places de formation pour des demandeurs d'emploi qui souhaitent se former au métier d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Donc aujourd'hui, on a 265 places financées en plus, mais notre, je dirais, premier bilan de la rentrée de septembre 2019 n'est pas très encourageant, c'est qu'on a les places financées, mais le problème c'est qu'on a personne en face. Les demandeurs d'emploi ne sont pas allés sur ces métiers-là et donc on a du mal, a priori, on ne va pas réussir à utiliser toutes les places financées. Voilà, donc il y a un enjeu de financement, mais il n'y a pas que cet enjeu de financement. Et du coup, la suite de ce qu'on prévoit de faire pour remplir les formations, donc c'est de faire connaître l'offre de formation sur les territoires, mais pas seulement l'offre de formation, mais aussi l'offre d'emploi sur les territoires. On est sur des formations qui sont sur tous les territoires. Donc, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on regarde l'enseignement supérieur, on est très centré sur des campus universitaires. Là, on est notamment sur les niveaux infra-bac, vraiment sur de l'offre répartie sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'une personne qui veut se former arrivera forcément à se former près de chez elle. Et ce qui est important, parce que comme on est sur des personnes qui sont en reconversion, on est souvent sur des personnes qui ont déjà des attaches familiales, voilà, et qui ne vont pas forcément traverser tout le territoire pour aller se former. Et donc là, c'est vraiment faire savoir que les formations existent et ensuite travailler également avec les employeurs pour faire connaître l'offre d'emploi derrière et se dire que près de chez soi, on peut se former et après avoir un emploi stable et durable sur un territoire. Et ça permet aussi, en faisant se rencontrer les acteurs, de déconstruire les images négatives du secteur et de montrer que dans plein d'EHPAD, ça se passe bien, il y a des actions qui sont faites et que toutes les personnes âgées ne sont pas maltraitées. Voilà. Et du coup, c'est vraiment l'idée de faire ce lien, de faire découvrir les métiers et de mettre en lien les acteurs sur les territoires, donc avec les professionnels de l'orientation, donc ce qu'on peut appeler les prescripteurs de formation, donc Pôle emploi, les conseillers des missions locales pour les jeunes qui décrochent, l'APEC et Cap emploi pour les travailleurs handicapés. Donc ça, c'est la volonté de le faire donc, par territoire. Et le premier territoire sur lequel on va commencer, alors même si ça ne concerne pas directement la dépendance, puisqu'on a été sollicité par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur les métiers de la petite enfance. Mais l'idée, c'est effectivement on va commencer avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour faire ce lien sur, on parlait tout à l'heure d'un continuum formation, enseignement, recherche, innovation, transfert de technologie. Là, on va faire le continuum entre je recherche une formation, un emploi. Il y a sur mon territoire des centres de formation et des employeurs pour trouver un emploi. Voilà, donc ça c'est une des pistes que nous avons. L'autre piste, toujours en lien avec l'orientation, c'est de s'accrocher et de profiter du portail régional Oriane, qui est un portail sur l'orientation pour l'information sur les métiers. Voilà, et donc de mettre en avant, de profiter de ce portail pour mettre en avant les formations, les formations, notamment celles liées à la dépendance, puisqu'on n'est pas sur un site uniquement comme est principalement centré, par exemple le site de l'ONICEP sur des jeunes, mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant la formation tout au long de la vie. Et également un aspect dans ce plan d'action plus de communication, puisque c'est aussi en travaillant sur le faire connaître qu'on va sûrement réussir à relancer l'attractivité. Donc c'est organiser ou à s'associer au niveau de la région à des événements locaux pour mettre toujours, l'idée c'est de valoriser ces métiers et ces formations. Et notre objectif, ce serait de mettre en place une semaine des formations sanitaires et sociales, comme ça a pu se faire sur l'industrie, pour faire sur une même semaine des tables rondes, des visites, des journées portes ouvertes, voilà, pour valoriser ces métiers et que médiatiquement, en fait, on parle de ces métiers et qu'on relaie en fait les initiatives qui peuvent se faire sur le terrain, qui sont souvent innovantes et qui ne sont là pas mises en avant de façon médiatique. On a cette année déjà pour la première fois organisé des trophées des formations sanitaires et sociales pour mettre en avant et valoriser les jeunes qui sont dans les instituts, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont dans les instituts de formation, valoriser leur engagement.
Et du coup, les étudiants étaient particulièrement heureux d'être là, d'être mis en avant. C'était en présence de notre vice-présidente Farida Adlani. Et ils étaient contents, effectivement, que la région ne soit pas juste identifiée comme financeur de leur formation ou de leur bourse, mais aussi fasse attention à eux et avec tous leurs projets et toute la richesse qu'ils peuvent déployer, parce qu'en plus de leur référentiel de formation assez lourd, ils ont encore plein d'énergie pour faire de belles choses. Et voilà, donc c'était l'idée de ces trophées que nous avons organisés pour la première fois et qui pourraient tout à fait, effectivement, participer à des événements de communication dans le cadre de cette semaine des formations sanitaires et sociales. Et également pour présenter le secteur et l'action de la région, travailler sur des films, puisque aujourd'hui, on sait bien que la communication évolue beaucoup. On lit beaucoup moins qu'on ne lisait auparavant, et du coup, présenter quelque chose par une petite vidéo, c'est facile, c'est plus facile d'accès et ça touche sûrement mieux. Et donc, c'est cette volonté, effectivement, de travailler sur des films courts. Donc tout ça, comme je vous le disais, on ne va pas pouvoir le faire seul parce que nous, donc on est sur l'orientation, sur la formation, mais du coup, il y a tout l'aspect de l'emploi, qu'il faut également, sur lequel il faut également travailler. Donc on le fait donc en lien avec, je dirais, nos partenaires habituels et qui sont l'ARS et la DRJSCS. Également avec donc, les professionnels de l'orientation dans le cadre du service public régional de l'orientation qui est une compétence régionale. Donc je les ai cités tout à l'heure, les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, l'APEC. Les OPCO, donc ces nouveaux organismes qui sont les opérateurs de compétences qui viennent à la place des OPCA, donc qui collectent les fonds de la formation professionnelle et qui financent les formations, qui ont un rôle particulièrement important sur des aspects de formation des demandeurs d'emploi, mais aussi formation des salariés qui sont déjà en emploi. Bien évidemment, les centres de formation et, je l'ai dit plusieurs fois, les employeurs, les fédérations hospitalières, les établissements, les conseils départementaux, toutes les fédérations d'aide à domicile, qui sont effectivement nos partenaires pour la mise en œuvre de ce plan sur l'attractivité des formations. Donc voilà, on en est aujourd'hui qu'au début, on est dans les prémices, on est dans ce projet de plan d'action, mais on espère effectivement qu'une action sur le territoire, parce que c'est vraiment le rôle de la région, c'est d'aller sur les territoires en tant qu'aménageur du territoire. On espère que cette action va pouvoir redonner de l'attractivité à ces formations et permettre de répondre à ces besoins en emploi qui sont devant nous et qui sont particulièrement cruciaux pour nous tous. Je vous remercie.